Merci beaucoup. Jërëjëf. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et toute votre délégation de la France insoumise, j'allais dire votre illustre délégation, Monsieur le recteur et à travers vous toute la communauté universitaire, chers étudiants, chers invités. Je disais hier au président Mélenchon, et je préfère l'appeler président, que je n'ai ni son éloquence ni son art oratoire, et c'est pourquoi probablement je vais me cantonner à mon texte. Pour ne pas risquer de me perdre, j'aurai moins tendance à l'articulation physique, pour la simple raison que désormais nous avons un pays à transformer et je peux assurer tout le monde que nous allons transformer ce pays. Je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que ça fait à peine un mois que nous sommes aux affaires. Un mois de travail intense, mais ce rythme de travail se poursuivra pour les 60 prochains mois, Inch'Allah. Un travail qui nous a permis d'évaluer l'ampleur de la tâche, mais également l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Mais un mois qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Je parle avec beaucoup de calme également parce que, au-delà d'un pays à transformer, et nous le ferons, nous avons un continent à inspirer. Je crois que nous l'avons jusqu'à présent inspiré dans le parcours combattant que nous avons eu en tant qu'opposants politiques. Il nous faut inspirer ce continent désormais par notre capacité à faire de ces responsabilités qui nous ont été confiées œuvre utile pour le peuple sénégalais et pour les peuples africains. Je me joins à vous dans la défense de la cause palestinienne. Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence totale de toute la communauté dite internationale. Le Sénégal a toujours eu une position et continue à la maintenir. Et ce n'est pas pour rien que depuis la création du Comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, ce comité est présidé par le Sénégal. Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réitéré cette position sans ambiguïté du Sénégal lors du dernier sommet de l'OCI qui s'est tenu à Banjul. Je voudrais à ce niveau faire une précision. Vous savez qu'il est inscrit dans les statuts de notre parti que tout membre du parti qui serait élu président de la République démissionne de ses fonctions dans le parti. Ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait. Je crois que jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait ensemble, les conférences calls qu'on a organisées entre votre formation politique et la nôtre, ont été animées, co-animées par le président Bassirou Diomaye Faye et moi-même. Il aurait bien voulu être dans cette salle avec nous, mais vous comprendrez bien que ces fonctions et surtout l'engagement statutaire que nous avons inscrit dans les statuts de notre parti l'en empêchent.
Les lignes que je vais lire tout à l'heure, Monsieur le Président Mélenchon, ont été rédigées le 26 juillet 2023, c'est-à-dire 2 jours avant mon arrestation ou mon kidnapping, comme je l'appelle. Et ces lignes avaient été partagées avec 2 de nos collaborateurs, notamment Maître Bamba Sissé, un de mes avocats, mais également un de vos concitoyens qui a joué un rôle extrêmement important dans notre lutte. Je veux nommer M. Juan Branco. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrances et d'aspirations. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique, berceau de l'humanité, a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif où la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable s'impose avec une urgence sans précédent. Je saisis cette tribune pour souligner l'impératif d'adopter une approche nuancée et inclusive dans notre analyse des relations Afrique-Europe. Trop souvent, les discours simplistes occultent la richesse des interactions passées et présentes entre nos continents. Reconnaître les erreurs du passé, tout en saisissant les opportunités de collaboration future, constitue un impératif moral et politique. Nous devons également faire preuve de clairvoyance face aux défis contemporains qui jalonnent nos échanges intercontinentaux. Des enjeux cruciaux tels que la migration, le commerce équitable, sans oublier la problématique des accords de partenariat économique, la lutte contre le racisme, la sécurité, le transfert de technologies et la lutte contre le changement climatique requièrent une approche concertée et résolue, et seule une volonté commune de dialogue et de partenariat authentique permettra de surmonter ces défis et de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Cela, Monsieur le Président, suppose un dialogue franc, fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance des aspirations légitimes de chaque nation à la souveraineté et au développement durable. Je tiens à saluer la présence distinguée de cette délégation de la France insoumise sous votre direction. Messieurs, Mesdames, nous sommes les architectes de notre destin commun. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir où les relations entre l'Afrique et l'Europe seront fondées sur la justice, la solidarité et le respect mutuel. Permettez-moi également de souligner l'importance, au-delà des politiques, du rôle que les intellectuels, les artistes, les sociétés civiles et les diasporas doivent jouer dans cette dynamique de partenariat et de coopération. Les intellectuels, en tant que gardiens du savoir et de la pensée critique, ont la responsabilité de stimuler les débats et de proposer des idées novatrices pour façonner un avenir commun. Les artistes, par leur créativité et leur expression, ont le pouvoir unique de transcender les frontières et de créer des ponts entre les cultures. Leur art peut servir de langage universel pour promouvoir la compréhension mutuelle et encourager l'empathie entre les peuples africains et européens. Les sociétés civiles, en tant que voix de la conscience collective, sont les garantes des droits humains, de la justice sociale et de la démocratie. Leur engagement actif peut contribuer à renforcer la transparence et la responsabilité dans les processus décisionnels, garantissant ainsi que les intérêts des citoyens sont au cœur des relations Afrique-Europe.
Enfin, les diasporas africaines, en Europe comme ailleurs, constituent des ponts vivants entre nos continents. Leur contribution économique, culturelle, sociale offre des opportunités uniques de renforcer les liens entre nos sociétés. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la coopération, le respect mutuel et la solidarité sont les maîtres mots de nos relations. Cela nécessite un engagement collectif et une volonté inébranlable de travailler ensemble pour relever les défis communs et saisir les opportunités qui se présentent. Ceci dit, les relations entre l'Europe et l'Afrique, les relations entre la France et l'Afrique, particulièrement celles entre la France et le Sénégal. Parce que quand on parle des relations entre les pays qui avaient été colonisés par la France, quand il est question de leurs relations avec l'Europe, il faut beaucoup plus sous-entendre leurs relations avec la France qui continue à être un écran et une courroie, une piste de transmission sur toute l'Europe ou tout le reste de l'Europe, y compris dans les instances européennes. Ces relations n'ont pas été toujours fondées, assises sur l'égalité, sur l'équité, sur le respect mutuel. Ces relations jusque-là ont été des relations léonines au détriment des Africains et du continent africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend du porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions et difficultés. Avec les conséquences politiques que cela comporte dans un proche avenir. J'ai fait une citation qui pourrait être rattachée aux activistes africains les plus radicaux, mais qui en réalité vient de l'ancien président de la France, j'ai nommé M. Jacques Chirac. Ça étonne plus d'un, et je crois que M. le président Mélenchon lui-même n'en est pas informé. Et c'est une reconnaissance certes tardive, mais qui établit une vérité historique, celle de l'exploitation pendant des siècles et avec des manières différentes d'un continent par un autre qui a pu justifier une grande partie de la richesse de l'un de ces continents au détriment de l'autre. Les relations entre l'Occident et l'Afrique, évidemment, sont faites de plusieurs siècles d'histoire, d'une singulière ambivalence. Celle entre la France et le Sénégal n'en déroge pas. Les péripéties de ces relations à travers le temps ont abouti à des sentiments faits d'amour et de désamour, de fierté et de culpabilité, de crédulité et de scepticisme, sentiments qui se manifestent et s'expriment variablement selon les époques et les contextes. Elle se singularise depuis quelque temps par ce qui est qualifié par certains de sentiment anti-occidental ou de sentiment anti-français, exprimé par une large frange des opinions publiques africaines. Cet état de fait est souvent imputé par la majorité de l'élite dirigeante. Je précise bien, une majorité de l'élite dirigeante. Vous n'en faites pas partie, évidemment. Par la majorité de l'élite dirigeante occidentale, plus à tort qu'à raison, à l'activisme d'une nouvelle élite populiste, combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes, n'est pas nouveau. C'est des raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes. Et le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment, c'est que les Africains seraient manipulés par de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, et j'en passe, que nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples
par quelques régimes. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui s'est toujours manifesté des indépendances à maintenant. Chaque génération a connu son lot de militants porteurs du même discours, désapprobateurs du caractère volontairement léonin et destructeur pour l'Afrique de ses relations avec le reste du monde et particulièrement avec l'Europe. Ce qui est par contre nouveau, et nous l'admettons, c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines, nourries entre autres par les échecs des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et les relations ambiguës que l'Europe entretient avec elles, les menaces sécuritaires, l'apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais évidemment l'effet multiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique, la majorité de ses élites, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L'Occident l'a-t-il suffisamment compris? Ou est-il encore figé dans une version focardienne de ses relations avec l'Afrique? Avec la France, par exemple, j'ignore pas que nous, notre mouvement politique, quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que, pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeint sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, pro-russe. Je ne parle pas de vous. Vous partagez ce soir avec nous. Il est évident, M. Mélenchon, que je ne m'en plains pas, puisque le français bon chose que vous êtes n'échappe pas à cette catégorisation. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens, et singulièrement français, s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entraver. C'est ce qui explique certainement leur mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre parti politique et ses militants. Monsieur le Président Macron, je voulais dire cher Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné, causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall
pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient de crime que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais. Et ce qui le confirme, c'est l'élection dès le premier tour à plus de 54% de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye. Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti Pastef les Patriotes. Il est évident que notre posture actuelle, consistant au fait que nous avons à conduire les destinées de ce pays qu'est le Sénégal, nous amènera à collaborer avec tous les États du monde, y compris l'État français, et donc le gouvernement de M. Emmanuel Macron. Mais je peux également assurer que les postures et les positions que nous avons défendues jusqu'à présent en tant qu'opposants seront exactement les mêmes aujourd'hui que nous travaillons. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et votre mouvement des Insoumis, et au-delà des Insoumis, parce qu'il faut qu'on recadre les choses, je crois que vous êtes ici dans le cadre de votre coalition qui est beaucoup plus large, et il y a ici des élus qui ne sont pas membres des Insoumis, mais qui font partie de votre coalition un peu plus large. Mais je dirais, vous et votre mouvement, vous nous avez dit hier que vous ne vouliez pas que par votre silence sur ce qui se passait ici au Sénégal, que ce silence soit le prétexte d'une généralisation de cette perception à toute l'élite politique française et au-delà à tout le peuple français. Que vous vouliez être par votre engagement, non pas aux côtés de Pastef et du peuple sénégalais, mais par la défense de la démocratie et de la vérité, vous vouliez être cette autre voix de la France. L'accueil qui vous a été réservé ici au Sénégal doit vous rassurer que vous avez été cette autre voix de la France que nous avons entendue. Et au nom de tout le peuple sénégalais, je vous dis merci. Vous voilà donc, M. Mélenchon, aujourd'hui à Dakar, terre d'Afrique, terre d'hospitalité, terre de liberté et terre de paix, pour échanger avec nous sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Très vaste sujet. Cette relation que j'ai décrite plus haut, jusqu'à présent, s'est passée comme nous connaissons. D'abord, par le passage à la douleur, douloureuse épreuve de la traite négrière. Ensuite, la colonisation que nos pays ont vécue. Et aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler entre guillemets la néocolonisation. Beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais beaucoup plus impactante certainement sur le sort de nos populations. Et pourtant, nous y avions presque cru lorsque le président Macron déclinait la nouvelle doctrine africaine de l'Élysée. Cette nouvelle doctrine qui devait consister au refus de tout soutien politique à des régimes autoritaires et corrompus. Ce n'est pas ce qui s'est passé au Sénégal. Et j'ai bien aimé tout à l'heure une expression où vous disiez que nous devions participer à tous les combats, où vous rejetiez la neutralité et vous disiez que nous devions participer à tous les combats sur la base d'un principe très simple. Je me mêle de tout avec les mêmes principes. Malheureusement, l'Occident et l'Europe
très prompte à donner des leçons et à se mêler de tout, ne se mêlent pas. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, papa, les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays? Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles. Je voudrais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est ces tergiversations, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident, et en l'occurrence ici l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élites. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous, les politiques de personne. Et donc, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions, des offres sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. Mais avant, je présenterai brièvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant 10 ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non. Nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a prioritairement besoin. Elle n'a pas prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas jusque-là. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libellée en devises étrangères, ou d'un afflux d'investissements directs étrangers exclusif du secteur privé national qui génère une croissance extravertie du fait, entre autres, d'un taux de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années. La pauvreté n'a pas cessé de galoper. Le chômage n'a pas cessé de monter. Parce que cette croissance n'est pas faite par et pour les Africains.
Tel est le schéma auquel est soumis le continent africain, et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits à un statut de marginaux dans leur propre continent. Les conséquences sont sans appel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, extrême pauvreté, chômage, déstabilisation, crise politique et émigration clandestine. Le modèle que nous voulons donc est totalement opposé et repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes d'abord. Leur utilisation efficace, efficiente et transparente dans un état de droit et un environnement de liberté économique qui soit propice au secteur privé, national d'abord, africain ensuite, international enfin. Et ce modèle permettrait aux petites et moyennes entreprises africaines d'être les porteuses de la croissance par leur inclusion financière dans une monnaie compétitive qui ne soit pas arrimée. Dans ce modèle donc, l'Afrique doit être sa propre locomotive. Et le reste du monde en bénéficiera nécessairement, y compris en apportant des compléments de ressources financières, technologiques et en offrant leur marché. Dans cette perspective, la France, l'Europe doivent et peuvent rester des partenaires principaux, voire privilégiés, du Sénégal et de l'Afrique. Il y a des atouts dans la relation entre les deux continents et entre votre pays et le nôtre. Ces atouts sont indéniables. Nous ne sommes pas là pour faire du nihilisme absolu. Le premier atout, c'est que nous partageons cette culture ou cette soif au niveau des peuples, en tout cas, de la démocratie et du libre choix des peuples. Je crois que le Sénégal a suffisamment démontré à travers les années, malgré les crises que nous avons traversées, que c'est un peuple qui est très attaché à sa liberté et à sa démocratie. Nous partageons également une histoire. Le Sénégal, la France, l'Afrique, l'Europe, c'est plusieurs siècles d'histoire dont les vestiges architecturaux sont encore très visibles dans tous les pôles urbains du pays. Des siècles d'histoire traversés d'épreuves, douloureuses, subies ou partagées, mais qui ont créé également un lien à nul autre comparable. Nous partageons également la langue, vous en avez parlé, au point de dire que cette langue appartient à ceux qui la parlent et qui sont majoritairement sur le continent africain. Nous partageons cette option sous réserve de notre option également ferme de travailler à la promotion et au développement de nos langues nationales. Nous partageons également un corpus institutionnel et juridique. L'un des solides héritages justement de cette histoire réside dans la similitude des systèmes institutionnels et juridiques en usage dans nos pays, ce qui simplifie et stimule les rapports de travail, la mobilité professionnelle, des professions libérales par exemple. J'ai ici devant moi Maître Tine, qui est à la fois avocat au barreau de Paris et au barreau de Dakar du Sénégal, et le partage d'expériences également. La proximité géographique, le continent qui nous est le plus proche, évidemment, est le continent européen. Et pour le Sénégal, une attention mutuelle. Tous ces éléments sont des prérequis qui peuvent valablement présager de relations privilégiées et riches si l'on sait leur donner les orientations adaptées au contexte et à l'époque. Quels sont les contours qu'il faut lui donner? Nous avons une marge extraordinaire de progression dans nos relations, dans le domaine de la technologie, de l'intelligence artificielle, comme on l'a dit tantôt, de l'efficacité énergétique et la transition écologique, des questions d'immigration et de bonne gouvernance, que je vais traiter un peu. Parce que la malgouvernance et la pauvreté sont le lit de ces tentatives morbides d'exode codifiées sous l'appellation d'immigration clandestine par le peu de perspectives qu'elles offrent aux populations africaines. J'ai dit une fois
qu'en réalité, l'immigration est un phénomène naturel aussi vieux que le monde. Elle peut être justifiée par deux raisons. Simplement parce que, premièrement, les gens ne trouvent plus à s'épanouir là où ils sont installés. Ou deuxièmement, que d'autres sont venus prélever leurs richesses et ils suivent le même chemin que leurs richesses. Et je persiste encore à dire à cette jeunesse que malgré tout, la solution ne se trouve pas dans l'immigration. Et qu'aujourd'hui, ce que tous les peuples ont fait pour faire de leur pays ce qu'il est devenu, nous pouvons faire plus et mieux et obtenir plus que mieux. Notre challenge se trouve ici, en Afrique. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale. Parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez